Bonsoir à tous et bienvenue à bord de l'Universalis pour cette dernière vidéo des tops et des flops de 2023. Il s'agit d'un classement non exhaustif de mes découvertes de 2023. Ça parle pas uniquement des sorties de l'année. Néanmoins, étant libraire et ayant donc accès à beaucoup de nouveautés, j'ai lu énormément de choses. Tellement énormément que je peux pas pouvoir parler de tout. Sans parler du fait que quand je découvre une série, je ne fais que la découvrir. Je vais rarement plus loin que le premier tome, à moins de vraiment accrocher. Combiné au fait que mon classement est purement subjectif, ça veut pas dire qu'une série peut pas s'améliorer ou empirer sur le long terme. Allez, c'est parti pour la dernière ligne droite. Il faut savoir qu'à la base, si j'ai lu cette première intégrale, c'est d'abord sur conseil d'un ami, histoire de m'inspirer du style d'écriture. Ceci dit, il m'avait aussi conseillé Waylander, donc voyez ce que ça a donné. L'histoire est celle de Elric, dernier empereur des Ménibonéens, un peuple extrêmement puissant et redouté, mais également cruel et décadent. Tout le contraire de son empereur Elric, doté d'une grande soif de connaissances, ainsi qu'une empathie rare chez les siens. Le problème étant qu'Elric est né avec des conditions physiques un peu merdiques, ce qui l'oblige à régulièrement absorber des potions pour être maintenu en vie. Je vous passe les détails, mais au terme du premier des 3 livres, il obtiendra ni plus ni moins que Stormbringer, une épée dotée d'une conscience propre et capable de dévorer les âmes de ses victimes pour en vivifier son propriétaire. Bizarre, ça me rappelle quelque chose, ça. J'ai trouvé le style d'écriture vraiment excellent. Il décrit bien les différents personnages et leurs fonctions. Ça manque peut-être de description physique pour les personnages secondaires, mais c'est pas si gênant que ça. Le principal reproche que je ferais, c'est au niveau des scènes de bataille, qui effectivement sont moins réussies et un peu plus vagues. Mais c'était une très bonne lecture et une très bonne expérience, même si j'ai moins apprécié le 3e livre qui enchaîne plusieurs aventures à la suite, et pas d'une façon qui m'a semblé très cohérente en fait. Mais globalement c'est une très bonne découverte, et si vous ne connaissez pas, je vous invite à y jeter un œil. Alors ça, c'est du titre à rallonge comme on n'en fait plus. Le pitch, c'est que dans un monde parallèle, des démons sont apparus et ont causé des carnages sans précédent, au point que les Idaten, les divinités de ce monde, ont dû apparaître pour leur botter le cul et les expulser de la planète à coups de pompe dans le derche. L'histoire commence 800 ans plus tard, où l'on va suivre notamment 3 jeunes Idaten, qui sont nés durant cette période de paix, et ne sont donc pas habitués au combat et à la violence. Des Idaten originaux, il n'en reste qu'une seule, qui entraîne un des gamins depuis 80 ans. Et le gamin est toujours pas au niveau. Et faut voir la gueule des entraînements, hein. C'est quoi ce truc bizarre qui sort de ma bouche? Oh t'inquiète pas, c'est un mélange d'os broyés et d'organes écrasés, tu vas t'y faire. What? Les gamins sont overpétés. À un moment, t'en as un qui soulève un morceau de banquise qui fait à peu près 200 fois sa taille. Donc quand tu vois leur level, et que tu te dis ils sont pas au niveau... Waouh. Je veux voir comment ils évoluent, bordel. Donc évidemment, les démons vont finir par revenir, et les gamins en affrontent un dès le premier tome, et c'était le plus faible de tous, quoi, Et quand tu vois les efforts qu'ils ont dû déployer pour le vaincre, ok, ça pue la merde. Mais l'évolution des personnages, la manière dont les Idaten considèrent les humains, et techniquement ils doivent protéger, les raisons pour lesquelles ils se remettent à apparaître, ce genre de choses, tout ça c'est apparu dans les tomes suivants. Pour le coup j'ai continué la série, et j'ai trouvé ça vraiment intelligent à plusieurs reprises. Ça réussit même à te foutre le doute comme quoi ouais, il va y avoir le cliché habituel du... Ah, je peux pas vraiment le dire en même temps. Voilà, je vais avoir un spoiler, donc timecode, même si je vous encourage à aller au timecode pour pas vous faire spoiler. Parce que, du coup, on a certains clichés qui sont sous-entendus mais pas utilisés. Par exemple, le fameux cliché du mentor, qui se fait dégommer par un ennemi beaucoup trop fort pour lui, ce qui va pousser le ou les héros à s'entraîner pour surpasser son niveau et vaincre le démon. Et là, clairement, quand tu vois les démons qui disent « on envoie un des plus puissants démons de nos rangs pour affronter leur mentor », tu fais « ok, donc la mentor va crever ». La mentor défonce le démon, mais en mode, t'as tous les démons qui ont vu ça qui fait « c'était pas censé être la plus puissante ? Oui, mais alors, il y a un tel qui est plus forte. Ah oui, mais moi, je suis plus forte, mais que de 0,1%, donc si elle s'est fait dégommer, je vais pas pouvoir y arriver. Rien qu'avec ça, tu te dis, mais what? J'ai aucune idée dans quelle direction ça peut aller, mais en fait, le truc m'avait tellement surpris, j'ai fait,
Ok, là je continue, j'attends les tomes suivants avec impatience, ça pour le coup. Alors pourquoi il est aussi bas, notamment à cause d'un gros point noir que j'ai avec le manga, c'est une séquence de viol. En gros, t'as une religieuse qui se fait choper par des militaires, et c'est trop. T'as une scène où elle se fait déchirer ses vêtements, ok, j'ai pigé ce qu'elle lui est arrivé, puis une image où on lui arrache le reste de ses vêtements, oui, merci, j'avais compris, hein. Puis une image où on la voit se faire violer en gros plan, puis 2 autres images en plan large, dont une où elle se refait violer. Ouais, j'avais parfaitement pigé le sort qui l'attendait, j'avais pas besoin qu'on me le remonte 3 fois de suite. Alors, si ça avait été des scènes montrant les militaires en train de commettre d'autres crimes de guerre ou de violer d'autres femmes, hein, c'est pas impossible, là j'aurais compris la raison. Là non, c'est juste, on insiste sur la religieuse. Et pour l'instant j'en suis au 3e tome, la religieuse est pas revenue quoi, c'est le... Tu te demandes, est-ce qu'elle est censée devenir un personnage important plus tard ou parce que là, ça a pas l'air d'être le cas. Donc, du coup, je sais pas du tout quelle voie l'auteur a décidé d'emprunter avec ça. Après, cette scène de viol, elle est très insistante à la fin du 1er tome, mais tome 2 et tome 3, pour l'instant, on a rien eu, quoi. Donc, peut-être que c'était une erreur de parcours. Et je comprendrai aussi que tout le monde soit pas fan du manga à cause de ça. Mais pour tout ce qui est partie dieu et démon, là, j'ai rien à dire, c'est un bon gros délire, ça va très loin et ça assume totalement le fait d'aller très loin. Donc pour moi, c'est un bon truc, mais c'est juste cette scène-là qui risque de poser problème à pas mal de monde. Le pitch de cette BD est particulièrement intéressant, puisqu'on a affaire à du post-apo temporel. Grosso modo, un peu partout dans le monde, sont apparus d'immenses murs invisibles qui ont scindé les terres en de multiples zones, chacune voyant le temps s'écouler d'une manière différente. Par exemple, pour le héros qu'on va principalement suivre, les murailles ne sont apparues que depuis 3 mois, mais il va rencontrer un groupe, pratiquement la horde du contrevent j'ai envie de dire, qui lui vient d'une zone où l'événement s'est produit il y a plusieurs siècles. Et c'est hyper intéressant. C'est hyper intelligent et très original comme post-apo. Le principe des voyages entre les zones peut être vu comme un voyage dans le temps, mais en même temps, si tu vas dans certaines zones où le temps est beaucoup trop ralenti, il peut se passer des siècles avant que tu ressortes. Donc je trouve cet univers super intéressant et je suis impatient de découvrir la suite. Si je devais lui reprocher un truc, c'est au début. On nous présente le personnage, et sa voix off nous explique qu'il est devenu le scribe du groupe. Si c'est pas une autre référence à la Horde du Contrevent, je vois pas ce que c'est. Et scène d'après, on montre un flashback du fameux groupe, qui explique pourquoi ils sont venus voir le personnage principal, mais t'as la voix off du narrateur qui continue à décrire ce qui s'est passé après leur rencontre. Et pendant une bonne partie du flashback, en fait, je savais pas du tout si c'était un souvenir, si ça se passait dans le futur, ou quoi que ce soit d'autre. À la limite, ça aurait peut-être été mieux de virer la description en voix off, qui, pour moi, ne sert à rien. Au mieux, elle spoil, et au pire, elle embrouille le lecteur. Mais en dehors de ça, c'est une très bonne lecture, et je vous la conseille. L'histoire concerne 2 écoliers, un garçon et une fille, qui vont essayer de trouver et de lire un magazine porno. Ok, dit comme ça sonne comme un pitch digne du petit Spirou, et pourtant, c'est traité avec sérieux. Parce que les enfants sont véritablement innocents, et ils le font pas juste dans une optique de se rincer l'œil, c'est vraiment par curiosité. Pourquoi les adultes ne leur disent rien sur le sexe? Est-ce qu'il faut l'idéaliser, ou au contraire, le considérer comme quelque chose de sale et répugnant? Et je trouve que le manga apporte beaucoup de réflexions sur le thème, il essaye de faire intervenir plusieurs points de vue, je le considère pas comme ma meilleure lecture de l'année, notamment à cause de plusieurs bulles de dialogue qui sont assez mal foutues, faut le dire, au point que, vraiment, il y avait des moments, je ne savais pas qui était en train de parler. Néanmoins, je considère que c'est un one-shot particulièrement intelligent et bien écrit, qui n'essaie pas de tout mettre en noir et blanc, et qui surtout aborde une question à laquelle on pense assez rarement. En plus, l'histoire se termine en un tome, donc profitez-en. Lisez Innocence. Alors, je suis pas un grand admirateur d'Urbex, la pratique, hein, c'est le... Je connais de nom,
mais pour moi l'intérêt va pas plus loin. Pour ceux qui connaissent pas, c'est l'abréviation de Urban Exploration, et ça consiste à aller visiter des lieux qui sont complètement abandonnés. La BD donc promettait un mélange d'urbex et de fantastique, et je me suis rendu compte que le nom de Clark était parmi les créateurs. Pour l'anecdote, Clark est notamment connu pour la série Mélusine, dont je suis très fan, et qui est majoritairement une série comique. Pourtant, il a réussi à adapter son travail à tout un tas d'univers beaucoup plus matures. Il y a eu Akkad, il y a eu Uriel, les réalités obliques, bien sûr. Je vous conseille d'ailleurs la trilogie de Cosa Nostra, qui est une énorme parodie de la mafia sicilienne, c'est à mourir de rire. Bref, Clark, c'est peut-être pas mon style de dessin favori, parce que sillage forever, mais il reste quand même dans mon trio de tête. Urbex va donc suivre deux adolescents, Alex et Julie, qui après avoir visité une villa hantée, vont se retrouver dotés de quelques capacités de psychologie médiumnique. Je vais vous laisser découvrir par vous-même ce que ça peut impliquer, mais c'est plutôt innovant comme manière de voir. Alors, la maison d'édition dit que c'est pour un public de 12 ans et plus. Non. non, c'est le 12 ans, ça me paraît un peu jeune pour certains thèmes de la BD. 15-16 ans encore, ouais, pas de problème. Mais pas en dessous, quoi, s'il vous plaît. On n'est pas dans des trucs ultra malsains et dérangeants, mais c'est pas du Mélusine non plus, quoi. L'histoire est globalement très cool à suivre et sacrément originale. J'avoue que les révélations étaient quand même assez difficiles à voir venir. Les dessins, donc, c'est un style que j'adore, donc pour moi ça passait très bien. En termes de défauts, probablement le fait que les protagonistes sont des ados de 15-16 ans, et ils comprennent quand même très vite le principe de leur pouvoir, qui comporte des notions de psychologie quand même parfois assez perchées. Je veux bien admettre qu'avec internet on a plus facilement accès au savoir, mais quand même. Aussi quelques scènes où, bon, j'ai eu l'impression que ça s'enchaînait un peu vite et facilement, notamment dans le premier tome, mais c'est globalement tout ce que je pourrais faire comme reproche à ce sujet. Ça reste majoritairement une histoire qui est agréable à suivre, et l'intrigue se termine en 3 tomes. Donc si vous avez l'opportunité d'y jeter un œil, bah, n'hésitez pas. Fleur est une jeune adulte tout à fait normale, qui sort d'une relation pas cool. Elle a un boulot qu'elle déteste, se fait manipuler par des personnes toxiques, aux dépens de ses vrais amis. Sauf que d'un coup, va apparaître sa voix intérieure. Vous savez, la petite voix qui vous dit « Tu devrais prendre plus soin de toi, tu devrais arrêter de regarder ces conneries de télé-réalité et sortir un peu, tu devrais rompre ces relations toxiques et arrêter de penser à ton ex ». Sauf qu'à force d'être constamment ignorée, cette fameuse voix va apparaître sur le plan physique et entamer une remise en forme de Fleur pour lui permettre de trouver un job qui la passionne vraiment, de virer les emmerdeurs de son entourage, bref, de faire un peu de nettoyage dans sa vie. Et c'est une très bonne histoire. C'est vrai que c'est assez plaisant et motivant de voir à quel point l'héroïne va mieux au fur et à mesure qu'elle se débarrasse de ses problèmes. Le dessin est très cool, les personnages sont attachants. Après, j'aurais un reproche. Pas vraiment un défaut, mais bon, c'est censé être une série. Donc, il y aura au moins 2 tomes. Et à la fin du premier, bah, je vois pas trop ce qu'il reste à faire, en fait. Rien qu'avec le premier bouquin, on a éradiqué 90% des problèmes de Fleur. Oui, on peut suivre ces améliorations et voir jusqu'où ça va, pour rencontrer de nouveaux obstacles. Mais c'est vrai que quand j'ai fini le premier tome, bah on aurait pu s'arrêter là, quoi. À la limite, faire un ultime chapitre pour réparer les derniers soucis, et c'est marre. Donc, à voir pour la suite. Mais le premier bouquin, en revanche, lui, je vous invite fortement à le découvrir. What the fuck? Alors, je vais essayer de vous expliquer proprement. L'histoire est celle de Yuki, une jeune aide-soignante spécialisée dans les soins pour personnes âgées, et qui officie pour GreenNet, dont le but est d'aider les seniors à se sentir mieux dans leur quotidien. Sauf qu'à cause d'une collègue jalouse, Yuki va être contrainte d'aller s'occuper de personnes dans des situations de plus en plus particulières. Du genre, elle va s'occuper d'une version retraitée de Ultraman, le mec fait littéralement 15 mètres de haut. Elle va se retrouver face à une vieille qui a Alzheimer, mais comme elle a des pouvoirs de télékinésie, chaque fois qu'elle oublie quelque chose, ce quelque chose est éradiqué de la planète. On a un truc sur un dentier avec une intelligence artificielle qui essaye de se multiplier pour coloniser un maximum de bouches. C'est... What? Ce manga est un délire. Je ne sais pas comment le catégoriser autrement. Après, je peux pas dire que ce soit une histoire particulièrement drôle, hein, et en même temps ça cherche pas à l'être. Chaque chapitre est une histoire courte à part entière, mais en même temps le personnage de Yuki fait sans arrêt le lien, et elle s'en sort à chaque fois.
alors que tu vois certains chapitres, tu te demandes un peu comment elle a fait. L'histoire lorgne aussi parfois du côté de l'horreur, et quand tu vois le dessin de Kago Shintaro, ça me surprendrait pas que le mec ait pris quelques cours avec Junji Ito. Donc bref, très bonne découverte, notamment si vous aimez le what the fuck. Mais je pense pas que ça va être le cas de tout le monde. J'aime beaucoup ce pitch. Grosso modo, ce manga, c'est du slice of life. On suit un groupe de personnages tout à fait normaux, mais ce qui fait le plus ressortir cette histoire, c'est que tous ces personnages ont une imagination débordante, et parfois même un peu envahissante. Du coup, je me suis senti quand même vachement impliqué, vu que je suis pareil. Je ne sais pas si c'est votre cas, mais j'ai un peu tendance à avoir facilement l'esprit qui dérive. Je pars explorer des contrées lointaines, je m'imagine dans la peau de différents personnages dans différents univers, entre autres, ce qui m'aide pas mal pour trouver de l'inspiration pour mes romans. La contrepartie, c'est que pour se concentrer, c'est un peu gênant. Et les personnages d'Imaginary sont pareils. Par exemple, un gars a la possibilité d'avoir un rencard avec une amie d'enfance, du coup, il s'imagine aller coller une tarte à son lui du passé, pour ne pas avoir su saisir sa chance plus tôt, mais en même temps, il se fait remettre à sa place par son lui du futur. On a une conversation entre différents personnages sur ce qu'ils auraient voulu être dans leur enfance. Il y en a une qui dit « J'aurais voulu être un dinosaure », et du coup, tu vois ses mains qui se transforment en pattes de dino. Les amoureux d'histoire qui voient tout leur environnement faire renaître des scènes d'époque, ou alors ils imaginent qu'ils deviennent gigantesques pour avoir une meilleure vue. Bref, j'ai trouvé ça très intelligent de suivre une histoire tout à fait normale, mais sous le prisme de l'imagination. Pour représenter un peu le quotidien de certaines personnes dont je fais partie, et qui ont parfois un peu de mal à garder les pieds sur terre. C'est le titre qui m'a donné envie de le lire. Et je me suis dit, tiens, un isekai qui essaie de renverser un peu la sauce, c'est le... Pourquoi pas? Voilà. Pour ceux qui connaissent pas, l'isekai est un genre de manga qui consiste en un personnage de notre monde qui est téléporté dans un autre. Généralement un monde de fantasy médiévale, mais il peut y avoir des variations. Il peut être invoqué, il peut s'y réincarner après sa mort. Bref, c'est un genre qui a son petit succès, peut-être même un peu trop. Parce que je vous cache pas qu'à force de voir 50 isekai qui sortent par mois et qui tournent très souvent autour du même thème, ouais, c'est chiant à force, hein, sauf que là, l'histoire m'a complètement pris au dépourvu. On suit une mère de famille qui a perdu son fils dans un accident de voiture, mais vu que le gamin était très fan des isekai et qu'elle n'arrive pas à faire son deuil, elle s'est convaincue que son rejeton s'est réincarné dans un autre monde. Du coup, elle va faire appel à un ancien camarade de lycée, particulièrement otaku et féru de ce genre d'univers, pour lui demander de l'aide pour ramener son enfant ou le rejoindre. Je vous avoue que j'ai trouvé le pitch non seulement très original, mais aussi particulièrement intelligent. Entre la mère qui veut retrouver son fils mais qui n'arrive pas à faire son deuil, et l'otaku qui a bien conscience que l'isekai c'est pas la réalité, mais en même temps il aime être avec cette femme, et surtout il a peur de comment elle pourrait réagir s'il lui annonçait tout de go, c'est pas possible. À partir du tome 2, on commence à avoir davantage de points de vue, notamment avec l'arrivée du mari, hein, oui, parce que lui aussi a perdu son fils, mais aussi des amis de la famille, et des amis aussi de lycée, qui justement vont se mêler à toutes ces histoires pour retrouver la fameuse héroïne qui est partie de chez elle sans prévenir plus personne, sans répondre à aucun message. Pour le moment, je crois que j'ai lu les 3 premiers tomes. Pour moi, c'est une très bonne série. Et j'ai énormément envie de découvrir la suite. Bref, je vous le conseille très fortement. Je n'aime pas les romances. Je trouve que c'est souvent gnangnan, avec un schéma narratif toujours très prévisible et répétitif, donc autant vous dire que quand j'en lis, c'est souvent un contre-cœur. Faut vraiment que ce soit de la qualité pour que j'accroche et que j'ai envie de poursuivre l'histoire. Comme ça a été le cas pour Sunstone, par exemple. En l'occurrence, My Wife Has No Emotions est un manga qui nous raconte l'histoire d'un employé de bureau lambda. Or, dans ce monde, des robots ont été conçus pour s'occuper des tâches élémentaires de la maison. Des androïdes avec une apparence principalement féminine, pour ce que j'en ai vu. Faut-il y voir une forme de misogynie japonaise? Probablement.
Ils sont là pour faire le ménage, la vaisselle, ont besoin de se recharger régulièrement en électricité, etc., etc. Sauf que le robot du protagoniste se révèle avoir une vision du monde et une compréhension assez particulière. Au point que lorsque son propriétaire va gentiment blaguer sur le fait qu'il aimerait l'épouser, l'androïde va se montrer assez interrogateur vis-à-vis des sentiments et d'une relation conjugale. Sauf qu'à force, le héros va vite se laisser tenter. Ça implique quelques séquences qui sont à la fois touchantes et assez marrantes, comme par exemple le premier câlin. Ah, c'est bien d'avoir un robot qui te serre dans ses bras, hein, faut juste qu'il évite de serrer trop fort, quoi. Et vu qu'elle a un ordinateur à la place du cerveau, bah, elle est multitâche. Donc elle peut parfaitement suivre une conversation, faire la vaisselle, checker ses emails, et en même temps faire une recherche sur internet. En vrai, tu m'offres un robot comme ça, mais pour moi c'est le rêve, quoi, l'Android a quand même des défauts, parce que elle commence à avoir plus ou moins des désirs de faire plaisir à son mari, quitte à se mettre elle-même en danger, et évidemment, bah, elle a un corps entièrement mécanique, donc pas de rapport sexuel ou des trucs de ce genre. On a son visage qui est constamment poker face, on a juste parfois quelques mouvements de sourcils et du visage qui sont largement suffisants pour qu'on comprenne, transmettre ce que l'Android ressent, notamment quand elle se vante d'une certaine manière, parce que voilà, je suis capable de ça, tu la vois qui lève le visage, c'est en mode, je suis supérieur, c'est con, mais ça marche. Et elle ne remue jamais les lèvres, même quand elle parle. Après, je sais pas si ça va beaucoup évoluer de ce point de vue, de ce côté-là, parce que il y a eu tout un truc avec un kit pour une version plus récente, mais on est quand même resté sur une version assez mécanique de l'Android, et du coup je sais pas si on aura d'autres améliorations plus tard. Donc à voir. Néanmoins, c'est une très bonne découverte, j'apprécie beaucoup la relation, je trouve que elle est ni gnangnan, ni répétitive, ni quoi que ce soit, c'est plutôt touchant et amusant, donc pour moi c'est de la bonne romance, avec de la science-fiction. Ouais, ces deux-là, je les ai mis en ex-aequo parce que je peux pas les départager. Oyez, amis métalleux. Cet ouvrage est pour vous. C'est un petit comics au format noir et blanc, narrant la vie de tous les jours d'une famille de black métalleux, avec option cuir clouté et peinture faciale, évidemment. J'aurais éventuellement un reproche là-dessus, c'est que on confond assez facilement certains personnages. Comme certains ont exactement la même coupe de cheveux, en fait, il faut les différencier aux peintures faciales, et malheureusement pour certains, ça ne se distingue qu'avec quelques détails. Par exemple, j'ai plusieurs fois confondu la meilleure amie de l'ado avec sa grand-mère. c'est pas génial pour suivre, quoi. Pour ce qui est de l'humour, c'est génial. Ça pioche évidemment dans certains clichés des métalleux, du genre les protagonistes font des pactes avec les démons ou des invocations sataniques. Bref, t'as tout un côté famille Addams, qui dissonne d'autant plus avec le monde normal, et en même temps, ça tourne autour d'une vie de famille, presque lambda, en fait, malgré le métal et le surnaturel. Et c'est probablement une de mes plus amusantes découvertes de l'année. Là encore, si vous êtes métalleux, je pense que ça devrait vous plaire. Il s'agit d'une intégrale de BD sur le Dark Knight, un bar métalleux où se réunissent toute une brochette de personnages récurrents, qui ont leurs propres préférences dans les styles, mais également leurs comportements plus ou moins problématiques. Par exemple, on a le grassouillet qui passe son temps à siroter sa bière et à dégueuler, le beau gosse ténébreux qui drague toutes les meufs qui croise, le punk ultra hardcore et assez violent qui se bat sans arrêt, bref, toute une galerie de personnages assez fun et déjantés, et qui va régulièrement nous amener à des situations marrantes. C'est différent de Belzebub parce que là, on n'a pas de démons ni quoi que ce soit de surnaturel. Bon ok, il y en a un qui fait des prières et des potions bizarres, mais ça va pas plus loin. Là encore, ça va chercher quelques clichés sur le métal, mais en même temps, c'est un délire beaucoup plus réaliste. Enfin, réaliste. Quand t'as un mec qui, rien qu'en gerbant, réussit à inonder la rue avec 1,50 m de vomi, c'est une forme de réalisme un peu particulière. Si vous avez vu le flop de lecture, vous m'avez probablement vu bien m'énerver contre la BD des rôlistes. Et vous allez sans doute vous demander, mais pourquoi les clichés sur les métalleux ça passe, et pas sur le jeu de rôle? Eh bah tout simplement parce que c'est bien fait. Je dis pas qu'il faut jamais se servir des clichés pour rigoler. Au contraire, jouer avec les stéréotypes, c'est une des meilleures choses à faire. Sauf que les rôlistes, c'est mal utilisé dans le sens où ça se contente de racler les fonds de chiottes de l'humour. En gros, les rôlistes se servent des clichés pour se moquer du JDR. Là où Metal Maniacs et Belzebub se moquent des clichés eux-mêmes, en les gonflant au maximum, justement pour les ridiculiser. Donc, c'est très drôle, et en tant que métalleux, je vous invite très fortement à découvrir ces ouvrages.
Alors, là pour une surprise, c'était une très bonne surprise. Je suis pas un giga fan de kaiju. C'est en gros les gigantesques monstres qui débarquent pour détruire la ville, mais la plupart du temps c'est juste une excuse pour avoir des combats avec des robots géants. Et le principe des mechas, bof. Tout le monde arrête pas de me dire « Mais regarde Evangelion, regarde Evangelion !» Non, j'ai essayé, je n'ai jamais pu voir plus de la moitié de l'animé, l'histoire me gonfle. Donc, inutile d'essayer de me le conseiller, je n'aime pas Evangelion. Les seules œuvres avec des mechas que j'ai adorées, c'est Pacific Rim, le premier, j'ai jamais vu le deuxième, et Gurren Lagann, qui est une parodie du genre des mechas, donc voilà. Pour ce qui est des monstres géants, c'est un peu pareil. Malgré ses défauts, j'avais beaucoup aimé le Godzilla de Roland Emmerich. Les autres films de la licence du Monster Universe sortis récemment, non, pas, je les trouve pas très intéressants. Il y avait aussi eu le manga Kaiju numéro 8 qui était sorti. Tout le monde me gueulait, ça va être une putain de révolution. J'ai lu le tome 1, bah le côté révolutionnaire je cherche encore. À la limite, je vous conseillerais plus Kaiju Girl Caramelizer, qui réussit à mixer le principe du kaiju avec du shoujo romance. C'est complètement débile, mais au moins c'est inventif. Mais le manga Kaiju Defense Force réussit à être plutôt original dans sa manière de faire. Notamment parce que, contrairement à la plupart des œuvres sur le genre, on se trouve pas plusieurs années après l'apparition de plusieurs dizaines de kaiju partout dans le monde. C'est absolument pas du post-apo. Et du coup, les humains n'ont pas développé de robots géants pour affronter les monstres. Là, en l'occurrence, dans les 3 premiers tomes, il n'y avait qu'un seul kaiju d'apparu. C'est la première fois que les humains en voient. Et du coup, qui c'est qui intervient? Bah c'est l'armée. C'est littéralement les seuls capables de faire quelque chose. On va notamment se concentrer sur une jeune fille de 22 ans qui a tout juste terminé sa formation et qui profite de ses dernières vacances avant sa première affectation. Malheureusement, la croisière où elle se trouve va être prise d'assaut, ce qui va la contraindre à être un des premiers soldats à affronter directement une bestiole de plusieurs dizaines de mètres de haut. Déjà, je trouve le pitch très intelligent et beaucoup plus innovant de ce dont on a l'habitude. En plus, les dessins sont très cool et très clairs. L'héroïne est attachante et... Bon, on a peut-être une vision un peu idéalisée de l'armée, je reconnais. Là, en l'occurrence, clairement, les méchants dans l'histoire, c'est des gras de papier, hein. On va pas se mentir. Même l'héroïne, le fait qu'elle soit très forte, bah... Elle a eu un putain d'entraînement de GI, quoi. Donc c'est plutôt compréhensible. Après l'épisode de la croisière, donc... qui se termine au bout de 3 tomes, la jeune fille va être incorporée à la Kaiju Defense Force. C'est le titre de l'histoire, mais ça n'apparaît qu'au bout de 3 tomes. Là encore, c'est original. Et du coup, bah, j'attends le tome 4, et j'attends avec très, très grande impatience de voir jusqu'où ça peut aller. La série m'a fasciné, fallait que je mette la main sur la version comics. Alors, est-ce que c'est différent de la série télé? Oui et non. Le pitch reste le même, on suit un quatuor d'adolescentes de 1988 qui se retrouvent propulsés dans des embrouilles de voyage temporel. Les filles sont toujours cool à suivre, mais l'histoire principale prend un tournant radicalement différent. Dans la série, principalement parce qu'il y avait moins de liberté de budget, on restait dans des époques relativement proches. 1988, 2010, 2022, et légèrement le futur des méchants à la toute fin. Et on se concentrait beaucoup plus sur l'évolution psychologique des gamines. On était quand même beaucoup plus proche d'elles. Tandis que dans le comics, là, on est davantage concentré sur l'action et le déroulé des événements. Par exemple, après un premier saut en 2016, les gamines se retrouvent en pleine préhistoire. Elle rencontre l'inventrice des voyages temporels, on a un clone du futur d'une des gamines qui débarque, ça part beaucoup plus dans le délire spatio-temporel que la série. Probablement ce que la série aurait pu faire si on lui avait donné une chance d'exister. Merci Amazon! Pour les dessins, ça passe très bien. J'ai juste eu un doute pour le personnage d'Erin. Parce qu'au début, je me suis dit, mais merde, elle est blanche dans le comics? Et non, elle est bien asiatique. Mais ceci dit, c'est vrai que c'est un défaut que je trouve assez récurrent dans la plupart des comics. Un perso qui est noir ou arabe, tu le vois qu'il est noir ou arabe. Par contre, savoir s'il est blanc ou asiatique, c'est pas toujours évident. Mon stress, par exemple, il m'a fallu je sais pas combien de temps avant de réaliser que l'héroïne est asiatique. Si je l'avais pas percuté avant, quoi, ce serait le seul défaut que j'aurais à reprocher à la série. C'est éventuellement que oui, il y a parfois des situations où ça va un peu vite et où tu te dis, bon, c'est quand même des gamines de 12-13 ans, qui viennent de 1988, donc il y a des moments, niveau réflexion et maturité, ouais, elles sont quand même bien élevées quand même, hein, elles ont les épaules solides et elles encaissent quand même vachement bien.
Donc bref, c'est une excellente série, et si comme moi vous avez apprécié la version télé et que vous regrettez de ne pas avoir la fin, eh bien je vous encourage très fortement à jeter un œil à la version comics. Eh ben, je dois bien m'avouer, Limbo a été un de mes premiers coups de cœur de l'année. En juillet. Alors, contrairement à ce qu'on pourrait craindre, c'est pas Bleach, mais avec une fille, même si c'est vrai qu'il y a des similitudes. L'héroïne peut voir les fantômes et va débloquer un pouvoir lui permettant d'affronter des entités surnaturelles, mais la comparaison s'arrête là. Déjà pour la personnalité, Aurora n'a absolument rien à voir avec Ichigo, c'est une lycéenne qui a vécu des choses vraiment pas agréables à cause de ses capacités, et si aujourd'hui elle les accepte, ça n'a pas toujours été très rose dans son enfance. Et malgré le fait qu'elle soit toujours enjouée et bonne enfant, elle a quand même beaucoup de failles et de parties sombres dans son passé, dont elle refuse obstinément de parler. Elle va cependant nouer une relation d'amour-haine avec Liesa, qui est un ange, en fait. Et les anges, eux, ont pour but de dégommer un petit peu toutes ces entités spirituelles. D'ailleurs, maintenant qu'on en parle, ne vous attendez pas à des combats de Neketsu façon bourrinage à la DBZ. Il y a des combats, bien sûr, hein, et assez classe parfois. Mais pour vaincre un des fameux ennemis, faut pas frapper fort. Faut frapper intelligemment. Il suffit pas de taper comme un bourrin pendant des heures. Il va falloir réfléchir pour trouver son point faible. On peut critiquer la manière dont l'héroïne obtient ses pouvoirs, c'est vrai, parce que c'est vrai que c'est un passage qui était un peu classique et facile, mais ce n'est que le point de départ de l'intrigue, donc à mon sens c'est un défaut assez faible. Le dessin est dessin manga, on va dire, mais ça reste quand même très bien illustré, on voit bien tout ce qui est montré, les chorégraphies des gestes sont fluides, et j'adore les personnages principaux. Sincèrement, ça change totalement des clichés de shonen qu'on nous ressort en boucle. Les quelques touches d'humour marchent très bien. Et quand je dis que c'est un coup de cœur, je déconne pas, hein, je trouve qu'on a vraiment mis le doigt sur quelque chose, et je suis très impatient de lire la suite. Je crois que mon cœur de pierre vient de se fissurer. L'histoire est celle d'un extraterrestre surnommé Takopi, venu de la planète Happy, et qui a pour but de répandre le bonheur à travers l'univers. Mais il se trouve que la première personne à le découvrir est une collégienne qui souffre de harcèlement scolaire, notamment dirigée par une autre élève qui la hait de toute son âme. Takopi, notamment aidé par une technologie qui lui permet de remonter le temps, du moins au début de l'intrigue, va essayer de renverser la vapeur et de rendre le sourire à la petite fille. L'histoire se termine en 2 tomes, et le dessin risque de pas mettre tout le monde d'accord. C'est vrai que le chara-design est assez particulier, notamment au niveau des visages, même si perso, moi ça m'a pas dérangé. Par contre, je tiens à vous prévenir tout de suite, ça a beau être un chara-design tout choupi et tout, c'est vraiment pas à mettre entre toutes les mains. Je peux vous garantir que l'histoire est vraiment badante. Les 3 personnages humains principaux sont tous des enfants, et chacun souffre de problèmes à son échelle. Littéralement, ils ont tous une vie de merde. Il y a des scènes assez glauques. Je vous cache pas que ça va parfois parler de meurtre et de suicide d'enfants, de maltraitance infantile, de harcèlement moral et de violence physique. Donc clairement, si vous êtes un peu trop sensible, ne lisez pas. Sinon, vous risquez de vous retrouver dans le même état que les personnages sur la couverture. Après, il y a eu 2-3 scènes, notamment dans le tome 2, où j'étais pas complètement convaincu par la situation, mais globalement ça passe très vite. En même temps, les personnages principaux ne sont absolument pas des anges. Oui, ils souffrent, oui, ils ont leurs qualités, mais en même temps tu te rends bien compte que ils ont des défauts et parfois assez gros quoi. Techniquement, l'histoire se termine bien, c'est un peu aidé quand même, mais ça finit bien. Donc c'est une très très bonne histoire, mais faut pas être trop sensible émotionnellement parlant, parce que les pauvres gamins t'as vraiment pas envie d'être à leur place. Mais ça reste une belle histoire d'un petit alien qui essaye de faire de son mieux pour ramener le sourire sur le visage des enfants. Magnifique. Il faut savoir qu'à la base, la BD était censée être une trilogie, appelée Les Gardiennes d'Aether, dont le premier tome est sorti en 2021, sauf que pour une raison que j'ignore, la trilogie a été annulée, et la BD est ressortie en un tome unique. Je sais pas pourquoi, mais c'est pas moi qui m'en plaindrai.
L'histoire donc se déroule dans un univers de fantasy un brin steampunk, où on va suivre 3 héroïnes, une princesse magicienne, une escrimeuse et une pirate bricoleuse. Le royaume a été envahi par des créatures quasi invincibles, les contraignant à fuir avec l'homme de ménage. Homme de ménage pas très utile, parce qu'il ne sait pas se battre, n'est pas très malin, mais le fait est qu'il est le seul capable de se servir de l'épée ultime, pouvant tuer ces fameux monstres. Notre quatuor va donc partir en quête des origines de cette arme, afin de pouvoir mener une armée contre ces fameuses créatures, tout en passant outre un certain nombre de complots politiques. Alors, comment décrire tout pour un ? Imaginez que c'est du L'Enfeuse de Troie, en beaucoup moins violent. Il y a beaucoup d'humour, notamment du point de vue du narrateur qui brise régulièrement le 4e mur. Il y a plein de scènes absolument géniales, que ce soit dans les répliques ou dans les actions. À un moment, tu as le vaisseau des héroïnes qui est attaqué par des espèces de créatures bouffeuses de bois. Tout le combat est centré sur le héros masculin, qui galère contre un de ces monstres, finit par l'avoir, donc il jubile, c'est « J'en ai eu un !» Ouais, sauf que case suivante, tu vois que les meufs en ont décalé 50, quoi. L'histoire est très plaisante à suivre. J'ai pas repéré d'incohérence. Bon, il y a quelques facilités scénaristiques par-ci par-là, d'accord. Si l'histoire avait eu la volonté d'être sérieuse à 100%, il y aurait peut-être eu moyen que je râle, mais là, pas trop. J'aurais juste un bémol pour la toute fin, parce que je trouve que le final est un peu expédié. Mis à part ça, c'est une très bonne découverte, j'ai passé un très bon moment à le lire, et j'ai pas envie que la BD fasse un four, donc je vous invite très fortement à la lire. Quand j'ai pris la BD pour la lire, c'était uniquement pour passer le temps. Alors je connais pas par cœur les Fatal Picard, hein, même si j'aime bien plusieurs de leurs chansons. Par contre, je sais d'office que les BD adaptés de vraies célébrités, en général c'est pas de la qualité. 99% du temps, c'est juste de la propagande lèche-cul de stars, sans originalité ni intérêt. Cette BD appartient au 1% restant. L'histoire concerne les Fatal Picard, qui se retrouvent dans des situations un peu bizarres, voire complètement barrées. La première histoire, ils sont confrontés à des morts-vivants ranimés par des tubes des années 80. Il y a un passage où ils sont obligés de faire de la télé-réalité, et ils hésitent pas le moins du monde à tirer dessus, mais à boulet rouge. Mon diable, ce que c'était défoulant. Il y a énormément de blagues qui marchent très bien. Il y a beaucoup de références, et même des jeux de mots qui sont sacrément bien trouvés. Pour le dessin, on va dire que c'est un dessin volontairement cartoonesque, hein, donc c'est un peu habituel chez Bamboo Édition. Vraiment, c'était hilarant et j'ai passé un très bon moment devant. Donc, si vous ne connaissez pas, je vous invite très clairement à tester la BD Les Fatal Picard. On va pas se mentir, la couverture de Colder annonce très clairement la couleur. L'histoire est celle de Declan, un homme qui est dans un état catatonique depuis plusieurs décennies, et qui a la particularité d'avoir une température corporelle très basse. Mais surtout, ce monsieur possède un pouvoir en lien avec la folie et les maladies mentales, qui sont en raccord avec le froid de son corps. Et comme si ça ne suffisait pas, le bonhomme est poursuivi par des entités démoniaques, si on peut dire, qui viennent du monde affamé, une version cauchemardesque et dépourvue de logique du monde réel, où les lois de la physique ne s'appliquent plus. Je sais pas si mon résumé suffira à rendre justice à Colder, parce que j'essaye d'en dire le moins possible pour pas vous spoiler. Vraiment, je veux que vous le découvriez. Si vous avez aimé l'univers de la série Sandman, je pense que c'est quelque chose qui s'en rapproche. À ceci près que Colder est clairement plus orienté épouvante et horreur. Et clairement, le dessin aide énormément à l'implication du lecteur. On a un univers qui sait être réaliste, et en même temps, ça va nous montrer des hallucinations complètement grotesques, qui n'ont parfois aucun sens. Le chara-design des méchants est particulièrement réussi et assez horrible même. T'as clairement pas envie de te retrouver à côté d'eux. Le style de narration aussi joue pas mal avec le 4e mur, que ce soit en jouant avec la continuité entre les cases, ou avec certaines déformations des cadres. On peut peut-être se plaindre du fait que à certains moments, le héros passe de personnages assez stoïques à des expressions de folie complètement barrées. C'est très rare, mais ça arrive, et des fois tu te demandes d'où ça sort. En même temps, l'ambiance globale est tellement orientée sur la folie, qu'on peut difficilement le reprocher à l'univers. Ah, et évidemment, ne laissez pas des personnes trop jeunes ou trop sensibles lire Colder, parce que il y a vraiment des scènes qui peuvent vous coller des cauchemars si vous n'êtes pas un minimum habitué, quoi. Et sans hésiter, je le considère comme une de mes meilleures découvertes de 2023.
Alors pour le coup, c'est absolument pas une fiction, mais cette BD a été un vrai coup de cœur. Grosso modo, il s'agit de la biographie illustrée de 6 jeunes filles ayant défié l'autorité. On va le dire tout de suite, elles ont eu le courage d'ouvrir leur gueule. Genre par exemple, Malala Yousafzai, je sais pas si ça se prononce comme ça, ou Greta Thunberg. D'ailleurs, la pauvre Greta, elle a douillé dans son enfance, hein. On en apprend beaucoup sur certains points de notre actualité dont on n'est pas forcément au courant. Autant Malala et Greta, j'en avais entendu parler, de loin. Par contre, toutes les autres, j'en avais jamais entendu parler. Comme quoi, tous les médias font pas circuler les infos les plus importantes. En tout cas, perso, cette BD m'a aidé à bien mieux comprendre non seulement ce que ces filles ont vécu, mais aussi et surtout pourquoi elles ont lutté. Pour ce qui est des défauts, j'avoue que j'étais très moyennement intéressé par l'histoire de Yousra Mardini, parce que j'étais vraiment pas fan du dessin. Le dessin, vraiment, non, je trouve que ça ne collait pas, ça m'a sorti de l'histoire, en fait. Il y a aussi eu le cas de Emma Gonzalez, qui a été le porte-parole d'un mouvement anti-armes à feu, mais c'est pas elle qui a lancé le mouvement, elle a pas tout fait toute seule. Je dis pas ça pour réduire son influence, hein, loin de là. Mais comme son histoire est la 4e, je crois qu'elle... Donc comme elle passe après Malala et Greta, bah ça donne un peu l'impression de... Ouais... Après c'est que mon avis, mais j'aurais mis l'histoire de Emma en première. Comme ça justement pour... voilà, ok, elle a peut-être pas tout fait toute seule, mais voilà, c'est... Elle souffre pas de la comparaison avec celles qui sont passées avant, quoi. Quoi qu'il en soit, c'est une magnifique BD avec plusieurs styles de dessin, dont certains peuvent ne pas forcément plaire. Ça nous en apprend vraiment sur certaines personnalités qui sont très intéressantes à suivre. Donc je vous invite très fortement à lire Né Rebelle. Stepan Šejić. Pour ceux qui connaissent pas ce mec, Šejić est une putain de machine de guerre. Il est à la fois scénariste, illustrateur et coloriste. Et putain, le mec bosse pas à la légère, hein. Il est notamment responsable de la série Sunstone, dont j'arrête pas de vous parler. Et au passage, si vous pensez que 50 nuances degrés est la meilleure romance qu'on puisse avoir sur le BDSM, lisez Sunstone. Il explose littéralement Christian Grey sur le sol. Fine Print donc a un univers largement plus orienté sur la fantasy, mais tout autant érotique, soyez prévenus. Avec le Nouvel Olympe qui contient notamment des succubes et des cupidons, les premiers ayant pour tâche d'attiser le désir, là où les seconds s'occupent des sentiments. L'histoire va tourner autour de Lorraine, une ancienne mannequin qui a fait les pires choix possibles dans sa vie amoureuse, et qui va se retrouver à passer un contrat avec des succubes pour être libérée de ses tourments intérieurs. Parallèlement, on a droit à une rivalité entre une succube et un incube, qui ont pour objectif de devenir... grosso modo le numéro 1 de leur catégorie. Et étant ex-aequo, ils vont devoir tous les deux s'occuper de Lorraine. Comme d'hab avec Šejić, les dessins sont magnifiques. Les illustrations et les couleurs sont à tomber. Le mec a vraiment un univers à lui qui est assez conséquent. Et il arrive très souvent à le mettre en scène dans sa manière de dessiner, tout en y apportant une sexualité vue de façon plutôt sérieuse, ce qui est quand même assez rare. Les personnages sont super bien écrits, on comprend très facilement leurs émotions, on a très vite de l'empathie pour eux, il y a aussi beaucoup d'humour dans leur gestion, il y a des scènes qui sont à mourir de rire, genre la première apparition d'Hadès. Oui, Hadès est présent dans l'histoire, et il est génial. Un inconvénient cependant, notamment pour moi, hein, comme d'hab, c'est qu'absolument tous les personnages féminins dessinés par Šejić ont toujours des grosses poitrines. Alors, c'est pas des obus gigantesques qui débordent non plus, mais c'est vrai que c'est toujours la même taille de bonnet qui reviennent. C'est aussi probablement un des artistes dont je regrette le plus que tout son travail ne soit pas déjà arrivé dans l'Hexagone. Parce qu'il a quand même fait plusieurs autres œuvres, hein, En plus de Arline, Sunstone et Fine Print, il a fait Death Vigil, Switch, Ravine... Putain, c'est des œuvres qui sont parfois sorties depuis plus de 10 ans, et elles sont toujours pas arrivées en France. Eh oh, Panini, Urban, tous les éditeurs de comics, il serait peut-être temps de vous réveiller, là. Deux autres petites choses à savoir, c'est que, comme Sunstone, Fine Print est très LGBT friendly. Donc si vous n'êtes pas à l'aise avec le thème, je vous conseille de pas y toucher. C'est vrai que mon top 1 de l'année dernière c'était pareil. Bah ça va, on a peut-être trouvé la récurrence. La seconde, c'est que Stepan Šejić a l'air d'aimer les univers étendus. Il me semble qu'il y avait déjà un truc avec Sunstone ou un MMO, je sais plus, ou un truc du genre. Enfin bon, à un moment, Lorraine débarque dans un club de BDSM. Et qui c'est qu'on voit en arrière-plan? Les héroïnes de Sunstone. Conclusion, et avec elle, je vais refermer la page des tops et des flops de 2023. Je vous invite très fortement, je vous supplie de découvrir Fine Print.
et à kiffer comme ça a été mon cas. Et si vous avez la possibilité de découvrir les autres œuvres de Stepan Sejic, n'hésitez pas. Et pour ceux qui se poseraient la question, je suis actuellement en cours d'écriture du prochain Universalis, donc si tout va bien, il sortira en mars. Si tout va bien. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée, et à bientôt à bord de l'Universalis. Du coup, comme après... Mélusine... Non, non, surtout pas, non. Ah, mais... c'est un bouquin de la librairie. Tu vas pas me l'abîmer, crétine. Il faut savoir qu'à la base, si j'ai lu cette... Mélusine. Bon, là, tu m'énerves. Allez, dehors. Mais en même temps, si tu vas dans des zones où le temps est beaucoup trop ralenti, bah il peut se passer des siècles avant... il peut se passer des siècles avant que tu ressortes. Il peut se passer des siècles avant que tu ressortes. Il peut se passer des siècles avant que tu ressortes. Ah, tout un... Aïe. Mélusine. Qu'est-ce qu'elle fait encore? Qu'est-ce que tu regardes? Tu vois un insecte ou quelque chose? Voilà. Mélusine. Tu peux pas rester calme, toi, 2 minutes? Ça va pas montrer ton cul à tout le monde non plus? Ouais. Mais... Ah, mais qu'est-ce qu'elle fait encore? À quoi tu joues? Oh, ça y est, je chope encore des trucs. Non. Tu vas pas jouer avec ça. Disparu. Dommage, hein. Oh là, où est-ce que tu vas sauter ça? Hop. Perds l'équilibre. Hein? Tu perds l'équilibre, ma pauvre. Ah bah oui, c'est dommage. Allez, on descend. Qu'est-ce qu'elle veut faire encore? Tu fais pas bouger la perche du micro, hein, t'es gentil. Ils partagent les mêmes intérêts. Bah alors? Bah oui, tu fais tomber ma bouteille, toi, ce truc. On va pas te casser la gueule. Il y a beaucoup de bagnoles qui passent, hein. À la limite, je vous conseillerais plus Kaiju Girl Camera... Vraiment pas à quoi. Ne vous attendez pas à des combats à la DBZ. Ne vous attendez pas à des combats de Neketsu. L'histoire concerne les Oh, mais... Anecdote, je viens d'aller me moucher. J'ai posé mon mouchoir là sur le pouf. Et Mélusine s'est jetée dessus pour jouer avec. Arrête. Oh là. Non. C'est pas un jouet, enfin. Il est où ton jouet habituel? Hein? Bah oui, mais si tu le perds à chaque fois, moi, je peux rien y faire. Genre, par exemple, Malala Yousafzai. Là où les seconds.